Amis de la culture, bonjour. Vous êtes bien sur la télé de Lyon dans l'émission Top Culture. Alors aujourd'hui, on reçoit un passionné, Philippe Elie, qui a un doctorat en droit, qui est juriste, qui est financier, qui a vécu une vingtaine d'années en Asie, qui est auteur d'une thèse sur le forage en haute mer, mais il est surtout auteur d'une saga historique qui s'appelle Osipov, et c'est pour cette raison que nous le recevons aujourd'hui. Alors, à la régie, parce qu'il n'y a pas d'émission sans régie, il y a donc Florian, voilà, et Robin. Et donc, eh bien, c'est parti. Alors, monsieur Philippe Elie, merci beaucoup. Bienvenue, merci bienvenue Nicolas. dans la télé de Lyon, dans l'émission Top Culture. Alors, je suis ravi de vous rencontrer. Je suis très content d'être là. Et donc, je vous ai succinctement présenté tout à l'heure. Je n'ai pas tout dit. C'est très bien comme ça. C'est vrai? Oui, bien sûr. Enfin, j'ai quand même parlé que vous étiez l'auteur d'une thèse sur le forage en haute mer. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, quand même, qui est un peu exceptionnel, quand même. Non, pas du tout. J'ai simplement eu la chance de pouvoir faire des études supérieures. Je fais des études de droit, ce qui m'a amené à la carrière de financier, juriste financier, que j'ai mené pendant 30 ans, 25 ans, et puis ensuite je suis passé dans l'industrie pétrolière, toujours dans des fonctions plus ou moins similaires. Donc il n'y a rien d'exceptionnel, c'est une carrière de, disons, de cadre supérieur, quoi. Mais que vous avez passé une partie, vous l'avez passé en URSS à l'époque, ça s'appelait. Je suis allé en URSS, je suis allé surtout en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. Alors je connais effectivement bien certaines régions, il y en a que j'apprécie plus que d'autres, mais surtout, ça m'a permis d'avoir quelques loisirs, notamment les week-ends par exemple, pour faire un peu d'archéologie ou d'histoire, de visiter des musées qui ne sont pas forcément très connus. Ça m'a beaucoup plu. Alors comment vous êtes là parce que vous avez écrit une saga, on va dire, historique. Oui, absolument. Sur Osipov. Oui. Qui est Osipov? Ah, c'est une bonne question. C'est un personnage méconnu, et ceux qui le connaissent, en général, le détestent. Ceux qui ont une connaissance partielle, en tout cas, du personnage. Ouais. En fait, j'ai découvert l'existence de ce personnage qui est historique dans la lecture d'un bouquin de Peter Hopkirk, qui est un historien anglais. Ça m'a donné... Alors, il en parlait sommairement, si je puis dire. Ça m'a donné l'idée, vu la qualité de vie de ce garçon, d'approfondir un peu le sujet. Je me suis demandé si j'allais pas essayer de faire une biographie. Et puis finalement, il y avait tellement de trous dans ma connaissance du personnage que je me suis dit que j'arriverais jamais à faire une biographie. Donc, comme le personnage était à la fois romantique, romanesque, aventureux, et ayant bien réussi, je me suis dit, je vais prendre tout ça et je vais faire un roman historique. C'est-à-dire un roman qui est fondé sur des événements historiques, prouvés, et puis je mets je mets des détails autour, notamment je recrée des dialogues, je décris des paysages ou des choses comme ça. Là, par exemple, on voyait à l'instant une photographie de couverture qui représente la forteresse d'Hérat en Afghanistan, celle-ci, voilà, le tome 2. Et sur les deux premiers tomes, c'est plutôt un voyage initiatique, si je peux me permettre. Oui, absolument, c'est tout à fait ça, c'est un voyage initiatique, c'est-à-dire que Osipov a très très jeune développé des qualités remarquables pour l'apprentissage des langues. Et le hasard des choses a voulu que, étant cadet dans une école militaire, il soit désigné pour accompagner un lord anglais
comme interprète. Et le lord anglais en question, qui s'appelait Lord Pelham, avait l'ambition, et il l'a d'ailleurs réalisé, d'aller de Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire dans le nord de la Russie d'Europe, jusqu'à Constantinople, en passant par les pays les plus invraisemblables, comme ce qui est aujourd'hui l'Ouzbékistan, le Ferghana, l'Afghanistan, la Perse, le Khorasan, etc., etc. Et donc, c'est un voyage qui a duré quasiment une année, au cours de laquelle ce jeune cadet d'une académie militaire a développé toutes sortes d'abord d'apprentissage et de qualités qu'il a pu démontrer très rapidement à ses compagnons de voyage. Le hasard a voulu qu'arrivant à Constantinople, il a été confronté très vite à la première guerre balkanique. Et comme il était un officier russe, ses supérieurs de Saint-Pétersbourg lui ont dit tu vas t'occuper d'aller voir un peu, comme, appelons ça correspondant de guerre, ce que font les Turcs, enfin les Ottomans en l'occurrence, et te renseigner sur la conduite de la guerre. Et pour faire ça, il a trouvé que le plus simple, c'était de se travestir en journaliste. Journaliste du Daily Mail, et il a assumé donc cette fausse identité pendant la première guerre balkanique, puis la deuxième, c'est-à-dire le premier tome, le tome 3 et le tome 4 que j'ai écrit. Donc voilà, les 4 premiers tomes. J'ai oublié de dire que c'était aux éditions Encre Rouge, j'ai oublié d'en parler. Oui, alors ça c'est intéressant parce que les éditions Encre Rouge, c'est une maison d'édition qui pratique le compte d'éditeur. C'est une vraie maison d'édition. Et l'animateur, le dirigeant de cette société, n'hésite pas à prendre des risques. André Israël. André Israël, exactement. N'hésite pas à prendre des risques, puisque par exemple, il a publié mes 6 premiers tomes d'un seul tenant, si je puis dire, en une seule fois. Le 7e quelques mois plus tard, et le 8e probablement au mois de septembre de cette année. Financièrement, il faut le faire. Il doit avoir de bonnes raisons. Hein? J'ose espérer je sais qu'il a lu mes bouquins, et j'ose espérer qu'il spécule sur le fait que ça se vendra bien. Ce que j'espère. D'où vous êtes venu cette envie d'écrire, donc vous qui êtes passionné d'histoire, bien sûr, oui. Mais... j'ai toujours écrit, d'abord à titre professionnel. Des tas de notes, de services, de machins, etc. Tout un tas de trucs absolument inintéressants. Et puis, oui, moi-même je les ai oubliés, Dieu merci. Et puis, finalement, j'avais écrit quelques bricoles, et je m'en étais entretenu avec une de vos consoeurs, qui s'appelle Geneviève Moll, enfin qui s'appelait parce qu'elle est malheureusement décédée, qui m'avait dit « Mais Philippe, tu devrais publier tes bouquins. » Je dis « Bon, enfin écoute Geneviève, ça va pas du tout, je ne suis pas auteur, rien. » Elle m'a dit « Qu'est-ce qui t'empêche d'essayer ? Ça coûte rien d'essayer. » Surtout que vous dites que ce n'était pas très intéressant, vous écrit, mais vous avez eu un premier livre qui s'appelait « Commentaires stratégiques et politiques d'Arien ». Sur l'anabase d'Arien, oui, oui. Voilà. Alors ça, c'est vrai. C'est pas inintéressant, quand même. Oui, mais enfin, ça, c'est un livre qu'on peut appeler austère. C'est-à-dire que Arien a décrit les campagnes d'Alexandre le Grand en 8 volumes, et j'ai fait des commentaires stratégiques et politiques sur ce qu'il a écrit. Bon, enfin, il faut quand même le lire. Hein. C'est pas un roman. C'est plus des notes universitaires, vous allez dire, ouais, que... Ouais. C'est un roman. C'est un travail universitaire, voilà, qui a été fait dans un cadre universitaire, effectivement. Revenons au roman. D'accord. Donc à la saga historique. Excusez. Voilà. Alors, la saga Ossipov, je me suis dit, c'est un sujet qui, normalement, doit intéresser un public relativement large. Parce que il y a de l'aventure réelle. C'est un Cosaque, c'est ça? Oui, enfin, il n'est pas Cosaque d'origine. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Cosaques, ce sont des nations
il y en a 7 qui étaient dans l'ancienne Russie, qui étaient liés au tsar par un serment personnel. Alors, les grandes familles cosaques étaient tenues à un devoir de soldats paysans, si je puis dire, à l'égard du tsar, notamment de garde des frontières. Mais la pratique, notamment sous Nicolas II, c'était de temps en temps de nommer des non-cosaques comme officiers de cosaques du fait de leurs compétences dans un ou l'autre domaine. Voilà. Donc Ossipov n'était pas d'origine cosaque, mais il était officier de cosaque. D'accord, c'était... Et donc ces aventures sont sur les 8 tomes. Il va y en avoir d'autres, sûrement ou Non, 8 point final. C'est vraiment son histoire. C'est son histoire de 1912 à 1922. C'est-à-dire que, en fait, comme on le disait tout à l'heure, les 2 premiers tomes, c'est un voyage initiatique. Les tomes 3 et 4, ce sont les guerres balkaniques, où il a eu un rôle de témoin. Et à partir du tome 5, c'est la guerre de 14, Sarajevo, etc. Ensuite, bien entendu, 1917, l'arrivée des bolcheviks, la relation très ambiguë qu'a eue Ossipov avec les bolcheviks. Le tome 8, je ne veux pas en parler, mais ça sera un rebondissement très important, tout à fait historique. Il y a une part de fiction dedans dans le tome 8, pratiquement pas. Le rôle, justement, d'Ossipov, qui est décrit dans le tome 8, et c'est celui qu'on peut retrouver chez Peter Hopkirk, ou chez Bailey, ou chez les autres personnes qui ont fait le récit historique des événements de janvier à Tachkent. Voilà. Donc c'est totalement historique. Je me posais la question, si ce parcours d'Ossipov, est-ce que vous l'avez fait ? Le parcours géographique, oui. Non, ça ne m'étonne pas. Le parcours géographique, je l'ai fait, oui, je l'ai fait. De Saint-Pétersbourg à Moscou, de Moscou à Tachkent, de Tachkent dans l'Ouzbékistan de façon générale, l'Afghanistan, mais malheureusement ou heureusement, je ne l'ai pas fait dans les mêmes mauvaises conditions qu'Ossipov a pu les faire. D'abord, premièrement, il n'y avait pas de guerre. Deuxièmement, j'ai pris souvent le train ou l'avion, alors que lui, il l'a fait à cheval pour la majeure partie du trajet, sauf entre Saint-Pétersbourg et Tachkent. Et je l'ai fait en plusieurs fois. Je veux dire, par exemple, que quand j'ai visité la forteresse de Sarıkamış ou celle d'Erzurum, qui sont maintenant en Turquie, je ne l'ai pas fait en plein hiver où il fait moins 35. Je l'ai fait à une saison décente. Voilà. Et vous avez eu besoin de retrouver les endroits. Oui, absolument, absolument. Il y avait, si on veut décrire le cheminement à cheval d'une expédition ou d'un raid de cavalerie ou choses comme ça, et qu'on ne connaît pas le terrain ou qu'on le connaît simplement par des photos qu'on trouve sur Internet, c'est pas le même résultat. C'est pour ça que j'ai pas la prétention d'avoir écrit un bouquin d'histoire, mais tous les détails historiques ou géographiques sont exacts. Donc cette part de fiction qui n'est pas dans le 8e, mais qui existe dans les 7 premiers... Oui. Oui, il y a une part de fiction. C'est évident que quand je mets des paroles, des dialogues, disons, entre les différents personnages, j'étais pas en 1913 avec mon micro, soyons clairs. D'accord. Mais vous avez eu des écrits, vous vous basiez sur des écrits quand même ? Oui, oui, j'ai eu accès, alors difficilement d'ailleurs, mais j'ai eu accès à des archives de famille, des documents qui ne sont pas dans le public, de façon générale, parce qu'il faut aller les chercher, qui m'ont permis de cerner les personnages principaux qu'on retrouve dans mes bouquins. D'accord. Bon, j'ai déduit de ce que je lisais dans des documents de famille quel était le caractère de ces personnes, quel était plus ou moins leur physique, etc., etc. Et donc, c'est ce qui m'a permis d'écrire des dialogues qui tiennent à peu près la route, quoi.
ça reste quand même un aventurier, ça reste quand même... Oui et non. Ossipov n'est devenu un aventurier qu'à partir d'un moment très très précis. C'est quand le soviet de Kronstadt a émis un ordre qui s'appelait l'ordre numéro 1, qui créait la confusion dans l'armée russe, qui n'était déjà plus l'armée tsariste, et qui a supprimé les grades, supprimé la notion de hiérarchie, etc., etc. Avant, c'était un bon militaire, ou même un excellent militaire, vu ses résultats. Mais en revanche, à partir de là, comme des milliers d'autres officiers de l'armée russe, il s'est trouvé complètement déstabilisé par le prikaz numéro 1, et il a dit « mais qu'est-ce que je fais ? Je ne peux plus donner des ordres, je ne peux plus commander mes cavaliers, etc. Qu'est-ce que je fais ?» Alors, il a organisé l'élection d'un soviet dans son régiment de cavalerie, et puis après, il a donné sa démission de l'armée. Là, il est devenu un aventurier. D'accord. D'accord. Un soviet, c'est-à-dire ? Un soviet, c'est comme un conseil d'administration, si je puis dire, sans aucune ironie, de gens qui sont élus pour remplacer ce qu'était la hiérarchie militaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un colonel de cavalerie, on avait un soviet avec un président qui remplaçait l'ancien dirigeant. D'accord, avec quand même des relations avec le pays, où ils étaient vraiment livrés à eux-mêmes, où il y avait une rupture complète des ordres, des objectifs. Il y avait un bazar tel dans les premiers temps où le bolchevisme s'est instauré, c'est-à-dire dès le début en fait, de 1917, la Russie était dans un bazar absolument terrible. Et l'arrivée des bolcheviks au pouvoir par la révolution d'octobre n'a absolument pas arrangé les choses. Ça a été un merdier, il n'y a pas d'autre expression, pendant 18 mois à 2 ans, jusqu'à ce que Lénine, Trotsky et quelques autres ne serrent les boulons, combattent de façon absolument féroce, dans un premier temps, les armées blanches de Dénikine, de Koltchak, etc. Et une fois qu'ils ont réussi à rétablir l'ordre, à imposer l'ordre soviétique, appelons ça soviétique, ou bolchevique sur la Russie. Mais pendant une certaine période, dans des coins, il y a eu des tribus révoltées, notamment au Ferghana, jusqu'en 1923. C'est long comme révolte. Hein. Et puis il y a eu une certaine terreur quand même. Oui, bien sûr, ça c'est bien connu. Hein, tous ceux qui ont lu Solzhenitsyn savent au moins, non pas ce qui s'est passé à cette époque-là, mais les conséquences, c'est évident. Bon, ça, c'était pour le fond, qui est intéressant. Je crois qu'on pourrait en parler pendant des heures. Oui, absolument. Pas moi, mais vous. Et on va essayer de parler un petit peu de la forme. Je crois que c'est votre épouse qui a fait la première couve du livre. Simplement la première. Bon. Après, c'était Rémi Gratier de Saint-Louis, c'est ça ? Il y a plusieurs choses. En ce qui concerne la couve du tome 1, on est au tome 7, mais le tome 1, c'est un portrait d'Ossipov qui est fait d'après une photographie que j'ai réussi à me procurer. Bon, elle est un peu améliorée, et c'est une toile qui d'ailleurs figure maintenant au Musée national du portrait à Moscou. Et j'en ai un exemplaire chez moi. Vous avez le vrai d'ailleurs. Pardon ? Vous avez le vrai chez vous, je crois. Oui. Oui. Le tome 2, c'est une aquarelle qui a été faite par mon ami Danny Fourmy et qui représente la forteresse d'Hérat, puisque la forteresse d'Hérat, c'est celle-ci, joue un certain rôle dans la narration de l'histoire en général, du fait que le gouverneur de la province d'Hérat s'appelait Mohamed Khan, et il est devenu ensuite peu à peu l'ami de Lord Pelham et d'Ossipov, et on le retrouve à plusieurs reprises dans le corps du roman. Donc, toutes les couvertures, en revanche, la mise en page, si je puis dire, a été faite par Rémi Gratier de Saint-Louis,
qui est un de mes amis et qui est un type bourré de talent. Mais le fond, c'est-à-dire le tableau, ici, celui-ci, c'est Dany Fourmi, et le premier, c'est ma femme. Très bien. Voilà. Très bien. Franchement, si ça ne vous a pas donné envie de lire, au moins d'obtenir ces ouvrages. Hein. Ah ben, j'espère que ça va donner une certaine impulsion, si je puis dire, à la lecture de ces livres, parce que je dois dire que tous les retours que j'ai eus par Internet, par mail, etc., sur la lecture de la saga Osipov sont extraordinaires. Les gens sont enthousiasmés parce qu'ils ont lu, parce qu'ils ont découvert, parce qu'il y a pas de côté didactique, bien entendu. Mon but, c'est pas de faire un cours sur la politique russe de la période. Mais comme tout est, comment puis-je dire, soigneusement étudié, revu, corrigé, il n'y a pas d'erreur historique, il n'y a pas d'erreur factuelle, du moins je l'espère, j'en ai jamais remarqué et on n'en a pas fait remarquer non plus. Donc c'est vraiment recréer l'atmosphère de la Russie, notamment pendant la période de la Première Guerre mondiale. Alors captivant, ça c'est sûr. Il faut dire que excuse-moi, mais oui. Le personnage en lui-même est fabuleux. Je vais te dire, moi, quand j'ai lu la petite partie, les 3 pages que Hopkirk avait consacrées à ce garçon, je suis tombé par terre en me disant, mais quel homme, quelle carrière époustouflante, époustouflante. Il y a aussi, vous avez aussi une autre actualité. Oui. On va parler assez vite. Le 1er avril. Le 1er avril. Alors c'est ma deuxième injection de Covid, anti-Covid, le 1er avril. D'accord. Mais c'est pas ça dont tu veux parler, peut-être. C'est sur Charlotte, c'est ça. Alors Charlotte, c'est tout à fait... Par contre, là, la couve a été dessinée par votre femme. La couve a été dessinée par mon épouse, donc, et toujours mise en jeu, si je puis dire, mise en scène par Rémi. Alors, Charlotte, c'est tout à fait autre chose. C'est une œuvre d'imagination absolument totale, si je puis dire, parce que en fait, il y a comment on peut expliquer ça ? Il y a la vie, bon, résumons. En 2 mots, c'est la vie d'une jeune fille de Joigny qui rencontre un peintre très célèbre, devient son modèle pour 5 tableaux, ce qu'on appelle la suite Charlotte, qui vit une liaison très, très sympa, très plaisante avec ce peintre, jusqu'au moment où il se tue. Par accident, il est tué dans un accident. Et ensuite, bon, l'histoire de la vie de cette jeune fille qui mène une double carrière, après la mort du peintre, d'une part étudiante en droit. Là, ça va, j'avais toutes les données qu'il fallait pour pouvoir le décrire. Et d'autre part, mannequin pour une marque de prêt-à-porter de luxe italien qui s'appelle Palladino. Alors, il fallait décrire à la fois l'étudiante en droit et le mannequin, sans faire trop ressortir le côté un peu schizophrène de la fille qui veut mener 2 existences parallèles, mais sans qu'il y ait la moindre communication entre ces 2 mondes. Est-ce que c'est une coïncidence, peut-être pas, sur la couve, où on voit, comme elle a participé à 5 tableaux, est-ce qu'il va y avoir un numéro 5, Charlotte, qui ressemble très bien à une autre... Tu veux dire à une marque de parfum, peut-être ? Parfum, voilà, tout à fait. Il y avait un peu de ça, mais il n'y aura pas de numéro 5. Ok, d'accord. Le numéro 5... Mais le clin d'œil, il est oui, peut-être... bien sûr, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil, mais il n'y aura pas de numéro 5, parce que le numéro 5, il n'y en a qu'un. Très bien, d'accord, ok. Eh ben, c'est passé à une vitesse. On a fini ? On est passé à une vitesse, presque. Ah, bon. Il reste encore un petit peu de temps, si vous voulez passer un message. C'est cette caméra-là. Eh bien, écoutez, je vais passer un message bien volontiers, c'est que
écrire des bouquins, je l'ai appris. C'est un grand plaisir solitaire. C'est pour ça que j'ai gardé mes bouquins pendant des années sans les publier. Mais en revanche, à partir du moment où ils sont édités, c'est aussi une grande joie pour l'auteur de savoir qu'il y a des gens qui lisent et des gens qui apprécient. Je dois dire qu'il y a quelques personnes qui ont lu une première édition de Charlotte et qui ont fait des comptes rendus. Ce sont des blogueuses quasiment professionnelles pour certaines. Quand je les ai lus, j'étais estomaqué. J'en aurais presque pleuré tellement j'étais ému par ce que j'ai lu. Alors, mon souhait... Est-ce qu'il y a un éditeur Pardon ? Est-ce qu'il y a un éditeur pour Charlotte ? Ah oui, bien sûr. C'est toujours le même ? Encre rouge, toujours, oui, bien sûr. Et je dois dire que j'adore le dialogue, que ce soit pour Osipov, que ce soit pour Charlotte, j'adore le dialogue avec mes lecteurs. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de recevoir un mail dans lequel on me dit « mais vous avez écrit ça à tel endroit, mais pourquoi vous avez écrit ça ?» Alors c'est incroyable, les gens qui font des recherches sur Internet, qui vont vérifier une adresse ou un machin comme ça pour voir si j'ai bien décrit le bon immeuble. J'adore ça. Et leur répondre, évidemment, dans des termes chaleureux, parce qu'il y a beaucoup de chaleur et de sympathie qui s'échangent dans cette communication. C'est une communication que d'ailleurs on retrouve, malheureusement dans cette période, on ne peut pas, mais qu'on retrouve dans les dédicaces, où on a en face de soi des gens qui viennent d'acheter le bouquin, qui vous demandent de le dédicacer et qui vous posent des questions auxquelles vous pouvez répondre physiquement, comme on le fait en ce moment. Ça, c'est formidable. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des dédicaces de prévues, entre guillemets ? Pas pour le moment. On a tout un tas de projets de foires de livres, etc., etc. Mais à l'automne, par exemple, celle de Migène, qui doit avoir lieu le 21 novembre, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais toutes celles auxquelles il était prévu que nous puissions participer, par exemple le Salon du Livre de Paris, tout ça s'est annulé. Voilà. Donc, pour les gens qui sont intéressés, comment on fait pour... c'est pas compliqué. Mes bouquins donc, sont édités par Encre Rouge et ils sont diffusés par Hachette. D'accord. Alors Hachette, c'est connu comme nom, oui, je crois. C'est un grand diffuseur. Oui. Alors on peut donc les trouver sur les sites de VPC, on peut les trouver bien entendu sur le site de l'éditeur, là c'est de l'achat par correspondance, et puis on peut les trouver aussi dans les librairies indépendantes, qui ont l'avantage actuellement d'être considérés, et Dieu merci, c'est enfin arrivé comme essentiel. Donc ils ouvrent, ils ont des bouquins à vendre. Alors il y a peut-être des procédures particulières. S'ils n'ont pas, ils peuvent les commander, Oui, bien sûr. Et avec le système qui a été mis en place, les bouquins sont imprimés à la demande. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de stock. C'est fini ça. Il n'y a plus de stock, donc peut-être que pour des auteurs extrêmement réputés comme Guillaume Musso ou autres. Il y a déjà un tirage au départ qui est Il important. y a déjà des tirages très importants. Il y a une diffusion par pile qui est faite chez les libraires. Mais pour les petits auteurs modestes dans mon genre, il suffit de commander et ça arrive 3 jours après. Voilà. Mais je suis sûr que vous allez avoir un succès phénoménal avec ça. J'espère. Est-ce qu'on en reparlera ou vous reviendrez comme vous n'habitez pas très loin ? Avec plaisir. Ça sera avec plaisir. Est-ce qu'il y a on se verra peut-être au salon de Migène ou quelque chose comme ça. Oui, avec plaisir. S'il y en a d'autres dans le coin, pourquoi pas. Voilà, on met votre mail si jamais des gens veulent converser avec vous, pour vous demander si c'est bien la bonne porte qui est de la bonne couleur et tout ça. Vous aurez plein de réponses. Là, j'ai relu tout à l'heure, c'est bon. Ok, très bien. Je vous avais prévenu, c'était passionnant. Et on peut faire une émission de 2 heures. Enfin, pas moi, mais... On aurait pu peut-être développer certains sujets, mais c'est pas non plus le but. On fera avec plaisir de l'affaire. Quand Charlotte sortira, voudra sortir un petit peu de son Joigny. Elle viendra nous rendre visite avec plaisir. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir été fidèle à l'émission Top Culture sur la télé de Lyon. Et n'oubliez pas,
abonnez-vous, hein, ça nous fait un petit soutien et ça nous fait bien du plaisir. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir.